Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Merci. Vous publiez donc chez Grasset 2 livres, un petit opuscule de philosophie qui s'appelle De la guerre en philosophie, et un autre très gros volume, plus de 1200 pages, qui s'intitule Pièces d'identité, pièces au pluriel, identité au pluriel aussi, et qui est au fond une somme de ce que vous avez publié, articles, interviews, réflexions, conférences, disons dans les 4 ou 5 dernières années. Ce qui attire d'ailleurs l'attention sur l'une de vos caractéristiques, c'est que vous écrivez beaucoup, vous parlez beaucoup, on vous le reproche d'ailleurs, on va y venir, mais vous consignez tout, c'est-à-dire que tout a une trace et tout fait partie au fond d'un ensemble sur lequel également aussi on reviendra. Mais je voudrais commencer quand même par la querelle qui vous est faite et qui a peut-être gagné encore un cran en intensité. Vous avez coutume d'être très fortement attaqué à la fois dans les médias et pour ce que l'on considère comme votre surexposition médiatique, à laquelle nous participons, mais nous y participons volontairement. Comment réagissez-vous à cette sorte d'escalade, malgré tout, sur quelque chose qui ressemble à une forme d'intolérance à votre présence, avant toute réflexion sur le fond ? Écoutez, d'abord il y a les deux. Il y a l'intolérance dont vous parlez, et puis il y a aussi des témoignages de sympathie, des articles tout à fait public. Pour les livres même, il y a un public. Les articles favorables qui me sont consacrés, en effet, j'ai le sentiment que aucune contrainte n'est exercée sur les auteurs. Donc il y a les deux. Alors maintenant qu'il y ait cette intolérance dont vous parlez, je crois qu'il faut... Moi je pense que je suis un symptôme, je ne suis pas si important que ça. Et je pense que je suis le symptôme d'un climat général qui balaye la France d'aujourd'hui. Climat d'anti-intellectualisme, de populisme, d'hostilité à ce qu'on appelle les élites. Comprenez, un pays où un grand parti de gauche peut hésiter à savoir s'il faut exclure ou pas Georges Frêche, par exemple, et encore aujourd'hui, où Martine Aubry a pris cette décision courageuse, il se trouve des socialistes pour aller faire le voyage de Montpellier, pour aller rendre visite aux vaillants socialistes qui restent derrière Frêche, c'est qu'il y a quelque chose de pourri quand même au Royaume de France. Alors voilà, je crois que je suis un effet induit, enfin le traitement qui m'est fait est un effet induit de ce climat général. Alors il y a peut-être des choses qu'une partie de l'opinion peut vous reprocher sur le fond, et on en parlera, notamment vos positions sur, j'allais dire, Israël-Palestine. Mais il y a aussi quelque chose qui ressort vraiment de votre relation avec les médias, avec j'allais dire presque la corporation des journalistes, et qui est d'une part votre surexposition quand vous publiez quelque chose. Il y a à la fois peut-être une volonté de votre part d'être très fortement présent, et j'aimerais savoir en quoi cette volonté-là peut être reliée à votre propos sur la philosophie et sur de la guerre en philosophie, qui consiste à nous expliquer que dans le domaine des idées et dans le domaine de la philosophie, il est important qu'il y ait affrontement, il est important qu'il y ait des débats assez vifs, assez même tranchés, et dans quelle mesure votre présence dans les médias, quand vous publiez des livres ou des articles, etc., est reliée à cette analyse que vous faites. Écoutez, sur la surexposition, d'abord, je vais vous dire une chose. J'ai 61 ans. Ça fait 32 ans que je fais des livres, et le goût des médias, l'ivresse des médias, si tant est que je l'ai eu, et j'ai dû l'avoir dans ma jeunesse, ça fait un moment que ça m'a passé quand même. Donc je crois que dans ce jeu avec les médias, franchement, on est deux à jouer. Je ne pense pas... pour les médias, vous êtes un bon client, de toute façon. Je suis sûrement un bon client, puisque les mêmes qui dénoncent ma surexposition médiatique sont ceux qui, à longueur d'année, me font le plus... me sollicitent. Je pense à quelqu'un comme Schneiderman, par exemple. Combien de fois ne m'a-t-il téléphoné personnellement, me demandant de venir à son émission? D'ailleurs, j'y serais volontiers passé, puis ça s'est toujours pas bien arrangé, puis finalement, j'y suis pas passé. Alors, c'est étrange, cette attitude. Voilà des gens qui... C'est comme l'Observateur, c'est quand même eux qui sont venus me chercher pour ce débat avec Zizek, etc.
Donc là, il faut arrêter avec l'hypocrisie et la tartufferie médiatique générale, parce que c'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent me chercher. Ça, c'est théorème numéro 1. Principe numéro 2, les affrontements vifs, j'y suis favorable et c'est ma thèse dans De la guerre en philosophie. Je n'aime pas les consensus mous, je ne pense pas que la vérité soit au milieu, je ne pense pas qu'elle soit un mélange entre deux erreurs, je ne pense pas qu'en mettant une pincée de ceci, une pincée de cela, on va trouver le bon ragoût. Je crois que la vérité, elle est beaucoup plus saillante et beaucoup plus tranchée que ça, et qu'on n'a jamais intérêt, en effet, à arrondir les angles et à pratiquer ce que j'appelle dans le livre le cousinisme philosophique du XIXe siècle, qui est ce qui me fait horreur. Donc, vive les débats, et qu'ils soient frontaux, qu'ils soient rudes, etc., bien sûr. Mais troisièmement, la condition quand même, c'est qu'il faut qu'ils soient loyaux. Oui. Moi, j'adorerais que l'on me conteste sur ce que je dis d'Alain Badiou. J'aimerais beaucoup qu'on conteste mon hypothèse sur Athènes et Jérusalem. J'aimerais beaucoup qu'on conteste ou qu'on discute ce que je dis sur le rapport entre Joyce et Proust d'un côté et le Talmud de l'autre. J'aimerais autant dire. Or, il y a une manie en France, c'est que on fait tout pour esquiver précisément les vrais débats à la loyale, frontaux et de fond, au profit de querelles anecdotiques. Voilà. Et ça c'est en revanche un peu dommage. C'est vrai que j'aimerais bien, et c'est le cas ici, que l'on m'interroge sans que la première question porte sur une ligne du petit livre, etc. Voilà. Oui, je préfère parler... C'est la ligne Botul. La ligne Botul, oui. Alors si Botul doit faire que soit trappé, comme on dit, oui, dans les régies des télévisions, oui, Botul fait qu'on trappe Lévinas. Oui. Ça, c'est pas bien. Oui. Ça, c'est pas une bonne action. Moi, j'ai fait ce livre pour qu'on ne trappe pas Lévinas. J'ai fait ce livre pour que on s'intéresse véritablement, pour que les jeunes générations, ceux qui ne l'ont pas connu, en ont peut-être une image caricaturale, sachent quel grand personnage était Althusser, quel grand maître ce fut, au-delà du marxisme-léninisme dont il était apparemment le parangon. Alors, si on est dans un état du débat où Botul doit effacer, gommer Althusser, ce que je vous dis, moi j'aurais fait le maximum pour qu'on parle d'Althusser. Si on préfère parler d'autre chose, j'y peux rien. Je peux pas lutter seul contre la meute des seconds couteaux. C'est pas possible. Alors, donc, vous dites Lévinas. Alors, il faut savoir que dans le principal le plus important volume qui s'appelle Pièces d'identité, au singulier, identité, il y a un livre dans le livre qui s'appelle Le génie du judaïsme, et dans lequel il y a une part importante faite à Lévinas, et puis il y a un autre personnage, alors qui a en commun avec vous d'être né à l'extrême gauche et d'être né au fond même dans le maoïsme français qui à l'extrême gauche a existé et auquel vous faites une place très importante, qui est Béni Lévy. Et donc ça, ce sont apparemment dans votre philosophie personnelle deux personnages clés. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement et de façon assez simple pourquoi ? Quel bonheur. Évidemment que si ça pouvait même être pas rapide, j'aimerais encore mieux. Béni Lévy, aventure intellectuelle et spirituelle unique dans notre génération, venu de l'extrême gauche, secrétaire de Sartre, et opérant, après la mort de Sartre, ce qu'il appelait un tournement, un retour vers le judaïsme à travers les textes, et devenant cet admirable jeune maître prématurément disparu il y a quelques années en études juives. Béni Lévy qui expliquait notamment, et c'est une des phrases qui m'a le plus frappé, comment son itinéraire témoignait de la transformation du destin juif de malédiction en exultation. Voilà, Béni Lévy, il m'a enseigné l'exultation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la fierté de l'être juif. Ça c'est Béni Lévy, personnage très important de mon itinéraire, avec qui j'ai fondé, ainsi qu'avec Alain Finkielkraut, une chose dont nous sommes très fiers, dont nous étions très fiers, qui est l'Institut d'études lévinassiennes. Voilà. Lévinas, à l'ombre duquel nous avons fondé l'Institut, également, pour moi, personnage immense, que j'ai découvert de son vivant, que j'ai bien connu, et je raconte cela dans le livre il y a 30 ans, et qui, pour moi, est
personnellement, il m'a aidé à sortir des impasses philosophiques où je me trouvais après la barbarie à visage humain et dans la préhistoire. C'est grâce à lui que les questions fondamentales de ma pensée se sont éclaircies, notamment la question du mal. Et c'est le philosophe qui introduit dans la philosophie occidentale un souffle nouveau venu de la pensée juive qui reproblématise les questions auxquelles la philosophie classique nous a habitués. Alors Benny Lévy, Alain Finkielkraut, vous-même, vous avez tous les trois en commun d'avoir des racines juives et d'avoir un peu cet itinéraire qui vous porte aujourd'hui, disons, vers Jérusalem. Or vous-même, enfin, vous n'êtes absolument pas religieux. Vous êtes, j'allais dire, d'essence laïque, et pourtant on vous voit accompagner vous aussi ce mouvement. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Jérusalem et en quoi Jérusalem est, à vos yeux aujourd'hui, un message universel qui nous amènera après à des questions plus politiques? Là, il y a une phrase de Lévinas que je ne résiste pas à vous citer, enfin un mot de Lévinas qui dit que Jérusalem c'est moins une région du monde qu'une région de l'esprit, que c'est moins une catégorie géographique qu'une catégorie ontologique. Pour Lévinas, Jérusalem, c'était bien sûr ce lieu magnifique qu'est la ville de Jérusalem, mais c'était aussi un autre nom de l'universel, et d'un certain universel, pas l'universel grec, pas l'universel romain ou paulinien, un universel dont Benny Lévy disait qu'il était en intention et pas en extension, et qui pour Lévinas était le véritable universel, et c'est un peu à partir de là que je mène ma propre réflexion. C'est vous dire en quoi vous éloigne-t-elle des Lumières? Parce qu'on vous rattache plutôt mais elle ne m'éloigne pas à des ce Lumières. courant-là. Et l'une des grandes idées de Lévinas, il y a un texte qui s'appelle Heidegger, Gagarine et nous, ou Heidegger, Gagarine et le judaïsme, et nous peut-être, oui, dans un petit texte de Difficile Liberté, où il dit que le judaïsme est parent des Lumières, mais pas les Lumières au sens du minimum de la réduction au minimum de l'identité juive et de l'être juif, mais les Lumières au sens d'ouverture à l'autre, au sens d'ouverture à la technique. Lévinas dit dans ce texte que le judaïsme est beaucoup plus proche de ce qui arrache le sujet à ses sources et à ses racines que de ce qui y ramène. Il dit contre la nostalgie heideggerienne du retour, de l'enracinement, du topos, du génie du lieu. Il dit que le judaïsme, c'est justement ce qui s'oppose à tout cela. C'est le geste même des Lumières. Donc je crois que, pour moi, les deux sont absolument non seulement compatibles, mais l'un renforce l'autre. C'est ce judaïsme lévinassien qui creuse en moi le sillon qu'a imprimé la pensée des Lumières et vice-versa. Mais en même temps, comme chez vous, et on le voit très bien dans ce petit livre sur de la guerre en philosophie, parce que au fond, vous y expliquez de façon très simple votre engagement et votre définition de l'intellectuel engagé, qui est par ailleurs une grande tradition française. Et au fond, vous donnez les fondements philosophiques de cet engagement, de la nécessité de cet engagement. Donc, comme chez vous, la réflexion philosophique débouche toujours sur le terrain de la prise de position, de l'interpellation, de l'action, etc., vous comprendrez sans doute que votre chemin d'aujourd'hui vers Jérusalem, et vers ce que tout ce que vous dites de ce qu'est cette identité juive dont vous parlez de façon très ouverte, mais néanmoins vous amène à des positions sur le terrain israélo-palestinien qui peuvent être perçues comme nécessairement déséquilibrées. Sur un territoire où j'ai bien conscience que quand on dit un truc d'un côté ou un truc de l'autre, on est aussitôt accusé par l'autre parti d'être partisan, d'être ceci ou ça. C'est évidemment, chaque chose est évidemment tout de suite mal pris tant que durera cette situation absurde et cruelle qui règne dans la région. D'abord pour moi, et ça vraiment je tiens à le dire, cette question-là, cette situation tragique et cruelle, c'est pas le seul problème de la géopolitique mondiale et c'est peut-être pas non plus le principal, premièrement. Deuxièmement,
pour ce qui me concerne, et je pourrais le dire, je pense, de beaucoup d'autres, même si je ne veux pas parler à leur place, c'est précisément parce que j'ai la Shoah au cœur, parce que j'ai le souci d'en maintenir la mémoire, de ne pas la laisser banaliser, que je crois que j'ai eu quelquefois l'oreille un peu plus fine que d'autres pour sentir ce qui se préparait ici ou là. Je pense au Rwanda, je pense à la Bosnie et je pense au Darfour. Et je généralise, je crois que c'est ceux qui ont un bout de leur tête du côté de cette affaire-là, et un bout de tête intraitable, ce sont ceux-là qui ont vu le plus, juifs ou pas, hein, naturellement, qui ont vu le plus clair, le plus tôt sur ces trois situations-là. Bosnie, Darfour, Rwanda. Donc, ceci pour dire que... Bosnie, il faut rappeler que c'est cette situation faite aux musulmans. Naturellement. Darfour, situation faite aussi aux chrétiens, par contre. aux chrétiens au Sud-Soudan, oui. Des musulmans au Darfour, et Rwanda, c'est le troisième génocide du XXe siècle qui est passé sur l'instant totalement inaperçu des opinions, que les chancelleries sur lesquelles elles ont décidé de fermer les yeux, et il s'est trouvé une poignée d'individus, il y avait André Glucksmann, il y avait moi, il y avait quelques autres, dont le point commun était, pas qu'ils étaient plus lucides que d'autres, pas qu'ils avaient les yeux plus ouverts, mais qu'ils avaient cette espèce d'avertisseur d'incendie, qu'ils avaient ce radar-là, cette boussole qui était en eux le souvenir du plus jamais ça de l'après-Auschwitz. Ceux qui ont vu ce qui se passait au Rwanda, en général, ils avaient la boussole du plus jamais ça hérité d'Auschwitz. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, pour moi, le judaïsme tel que j'en décris le génie dans ce livre, encore une fois, c'est pas une pensée qui particularise et qui sépare, c'est une pensée qui, au contraire, ouvre et va vers l'autre et va vers l'universel. C'est comme ça. Moi, être juif, pour moi, ça veut dire aller faire le tour des guerres oubliées de la planète pour un grand journal que vous connaissez bien. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire considérer que le Burundais mort sans tombe et sans archives, il est mon frère en esprit autant que le Palestinien. C'est ça que ça veut dire pour moi être juif. Ça veut dire penser ça, que mon plus lointain peut être mon très prochain. Alors on vous reproche toujours d'être, mais encore une fois, les choses sont très difficiles sur cette région, d'être déséquilibré, quoi. Sur Israël-Palestine, oui. De toujours être en défense d'Israël, au fond, plutôt qu'en compassion avec les Palestiniens. Je suis les deux, et je pense qu'il y a assez de place dans une tête et dans un cœur pour penser jusqu'à deux, en compassion naturellement, mais en défense d'Israël, quand Israël se voit nier dans son existence même, quand Israël se voit hitlérisé par des hordes de crétins qui n'y comprennent rien, quand tel ou tel rapport onusien se manifeste un unilatéralisme de jugement absolument choquant, etc. Oui, bien sûr, je suis en défense d'Israël. Et surtout, face à ceux dont le dessein, non pas secret, mais affiché, est de détruire cet État et tout ce qu'il représente, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Si on écoute, vous savez, la grande différence aujourd'hui entre la situation d'aujourd'hui et la situation d'il y a 10 ou 15 ans. Arafat, on pouvait penser ce qu'on voulait, qu'il avait un double discours, qu'il faisait de la politique, etc. Mais enfin, il y avait un programme politique, il y avait un projet étatique, et il y avait par conséquent une demande de compromis. Alors voilà, là j'étais un des promoteurs de ce qu'on appelait le plan de Genève, par exemple, élaboré par Yossi Beline et Yasser Abdelrabo. J'ai été un ardent militant de ce plan de Genève, c'est-à-dire le partage de la terre. Parce qu'on avait en face à face, des Israéliens qui étaient prêts au divorce coûteux et des Palestiniens qui étaient prêts à la séparation coûteuse. Aujourd'hui, les adversaires d'Israël, que ce soit le Hezbollah ou que ce soit le Hamas, c'est des gens qui n'ont plus d'autre agenda, c'est comme ça, que l'annihilation pure et simple de leur ennemi. C'est l'agenda de ces deux mouvements. L'un et l'autre appuyés et épaulés, soutenus par l'Iran. On va y venir, justement. Voilà. Quel est le projet de l'Iran aujourd'hui ? Là encore, c'est dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, c'est dit. C'est dit, clairement. C'est dit, alors, précisément. Et là, je suis en défense. Quand j'entends Ahmadinejad dire qu'Israël est une pustule à la surface de la terre et qu'il faut l'écraser et l'expulser, je suis immédiatement en défense d'Israël.
Alors, il y a justement, comme vous intervenez aussi beaucoup sur l'actualité à travers le bloc-notes que vous tenez dans Le Point ou à travers votre site internet, comment réagissez-vous à ceux qui, en Israël, veulent des frappes préventives, j'allais dire façon Bush, la guerre préventive, appuyée par certains secteurs de l'opinion américaine, quand d'autres, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, sont plus prudents, considèrent les dégâts que provoqueraient de telles actions et spéculent, ou en tout cas espèrent plutôt en un changement de régime à Téhéran plutôt que dans des frappes militaires sur les équipements ou ce qui est réputé être les équipements militaires nucléaires militaires de l'Iran. Écoutez, je ne voudrais pas parler là non plus à la place d'autrui et encore moins à la place des Israéliens, parce qu'après tout, je n'en sais peut-être rien, mais je suis sûr au moins d'une chose. Et je connais assez Israël et certains de ses dirigeants pour peser mes mots. Ce que vous dites là, c'est le sentiment dominant dans la société en général et dans la société politique israélienne elle-même. C'est-à-dire deux choses. Un Iran doté d'une arme nucléaire, c'est un danger colossal pour la région et pour le monde, premièrement. Ça tout le monde l'admet, je veux dire, ça. Même en Russie. Et deuxièmement, être contraint, être amené à une frappe serait une catastrophe et entraînerait le monde dans un état d'instabilité dont nul ne sait où il mènerait. Tous les Israéliens le savent. Je peux vous le dire, c'est pas un secret, j'étais il y a quelques jours avec le président de l'État, Shimon Peres, qui est un vieil ami, que je connais bien depuis très longtemps. Il pense exactement ça. Il pense que ce serait la guerre à l'Iran entraînerait la planète dans une situation totalement incontrôlable et qu'il faut tout faire pour empêcher cela. Mais qu'il faut tout faire aussi pour empêcher Ahmadinejad d'avoir l'arme. Donc il y a là une injonction contradictoire, une sorte d'étau qu'il appartient à la diplomatie mondiale, Israël compris, et aux démocraties de desserrer. C'est une situation complexe. Vous savez, il arrive que l'humanité se donne des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre ou qu'elle ait beaucoup de mal à résoudre. Là, c'en est un. Qu'est-ce qu'on fait face à un type qui affiche clairement la couleur en disant si j'ai l'arme nucléaire, c'est pour m'en servir et tant pis s'il y a des secondes frappes, l'Iran est assez grande pour que je puisse sacrifier X ou Y centaines de milliers de citoyens de mon peuple. Qu'est-ce qu'on fait face à cet homme-là, tout en sachant que le frapper serait aussi une catastrophe. C'est proprement une situation tragique, mais je crois que les Israéliens en sont aussi conscients que nous le sommes, vous et moi. Pour terminer sur ces questions, vous vous sentez à l'aise avec la diplomatie française, telle que réorientée par Nicolas Sarkozy, ou manifestement, j'allais dire, moins d'anti-américanisme et une attention plus grande, en effet, à Israël, manifestement, par rapport à son prédécesseur, Jacques Chirac? Écoutez, je me sens suffisamment peu à l'aise avec Nicolas Sarkozy sur bien des sujets sur lesquels j'ai pas eu ma langue dans ma poche. Je pense que le débat sur l'identité nationale était vraiment une infamie. Enfin, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en désaccord très très profond. Pour ne pas dire en effet il y a quelques points, notamment en politique étrangère, où je crois qu'il va dans le bon sens. Sur la question iranienne, par exemple, c'est un fait, et tant pis si ça ne plaît pas. Il a été, de tous les grands dirigeants du monde, jusqu'à aujourd'hui, probablement l'un des plus fermes et l'un de ceux qui ont parlé le plus clair. Voilà, c'est comme ça. On peut être contre Sarkozy et reconnaître néanmoins cela qui est une évidence. Sur la politique vis-à-vis des États-Unis, oui, en effet, enfin, un président français qui ne se croit pas obligé de se dresser sur les ergots du petit coq gaulois dans la vieille tradition gaulliste pour dire que l'Amérique c'est l'ennemi. Encore que en 2 minutes, parce qu'il nous reste malheureusement trop peu de temps et il y aurait eu d'autres sujets d'actualité que j'aurais voulu aborder avec vous, mais nous sommes contraints par le temps. Encore que on voit bien Nicolas Sarkozy tenté parfois par une opposition un petit peu à Obama parce qu'il sent que l'air du temps est devenu un peu défavorable à Obama. Comment vous appréciez cela? Et d'ailleurs, comment appréciez-vous le plus récent des événements, c'est-à-dire la réception par Barack Obama du Dalai Lama au risque d'un conflit aigu avec la Chine? Réception du Dalai Lama, grand geste politique et démenti à ceux qui nous disent que
La politique américaine, la politique étrangère américaine aurait fait son deuil des droits de l'homme, c'est-à-dire à ceux qui nous disent que le néoconservatisme serait parti avec l'eau du bain néoconservatrice serait partie avec le bébé des droits de l'homme. C'est pas exact. Obama vient d'en donner une preuve. Geste au risque de tous les contre-effets géopolitiques, il a pris cette décision qui est belle et qui est forte. Ça veut dire aussi que le vent défavorable à Obama, j'attendrai un peu avant de le constater. Il est très loin d'avoir dit son dernier mot et je pense qu'on va avoir des surprises dans la deuxième partie du mandat. Et quant à Nicolas Sarkozy vis-à-vis de l'Amérique, j'en sais rien. Il y a bien sûr ici ou là des frictions, etc. Mais enfin, globalement, moi qui passe un peu de mon temps aux États-Unis et donc vraiment entre les deux pays, on est enfin sorti de cette situation absurde où on avait deux pays qui partageaient les mêmes valeurs et qui se vivaient comme des espèces de rivaux en universel dans une ordalie ou un bras de fer qui était un peu grotesque. Je me souviens des époques, en effet, gaullistes ou post-gaullistes. Grosso modo, on en est là quand même. Vous voyez comme l'anti-américanisme ressurgit à travers la critique d'Obama, peut-être, parce qu'il a été en effet louangé comme une espèce d'hommage obligé à ce que représentait son élection. Et puis, j'allais dire, dès qu'il avait le dos tourné, on voit ressurgir l'anti-américanisme, ça je le pense très profondément, est une passion française, une passion politique fondamentale. C'est pas juste une excroissance de l'idéologie française, c'est un noyau dur de ce qu'il y a de pire dans la pensée politique française. C'est un attracteur du pire. L'anti-américanisme, c'est un aimant. En France, c'est un aimant qui attire le pire. C'est ainsi, on peut en retracer l'historique depuis l'extrême droite des années 30 jusqu'à l'extrême gauche d'aujourd'hui, parce que l'anti-américanisme, il naît à l'extrême droite et il transite à l'extrême gauche. C'est un attracteur du pire. Un attracteur du pire de cette force-là et de cette séduction-là, c'est vrai qu'une hirondelle obamienne ne va pas faire le printemps de la fin de cette vieille passion française. Et ça, il fallait s'y attendre. Il y a eu 5 secondes, quelques mois d'extase et de génuflexion obligée. Les vieilles habitudes reprennent le dessus. Le premier faux pas est en effet sanctionné. Les Français ont un peu de mal à comprendre que lorsqu'Obama, par exemple, donne le sentiment de faire trop de concessions aux républicains, c'est tout simplement parce qu'il est le président d'une grande démocratie avec des vrais contre-pouvoirs et ainsi de suite. Alors tous ces éléments d'actualité, on peut les retrouver, Bernard-Henri Lévy, dans le plus gros des 2 volumes, celui qui s'intitule « Pièces d'identité » et donc qui retrace la plupart de vos interventions sur les 5 dernières années, donc beaucoup de sujets en effet qui sont encore aujourd'hui dans l'actualité. Et pour ceux qui aiment la philosophie, De la guerre en philosophie, les 2 livres étant édités chez Grasset. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci. Merci.